Alright. Fait que j'étais avec Guillaume Falardeau de Léviat Légal. Guy, ça va? Yes, ça roule toi? Ouais, ça roule, man. Bon, écoute, on DMait, on envoyait des courriels, puis on avait le goût de parler un petit peu plus du rôle ou du timing des avocats dans les SaaS. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on le split un petit peu en deux dimensions. C'est-à-dire une dimension plus bootstrapped, puis une dimension plus financée qui va avoir des séries de levées de fonds de capital de risque. Fait que ma question pour nous kickstarter, Guy, c'est quels sont les moments, mettons, critiques où est-ce qu'un avocat doit être impliqué d'un point de vue légal dans le cycle de vie d'un SaaS bootstrap, à peu près? Ouais, il y a quelques règles de pouce qui sont bonnes à garder en tête, là. Dès que tu touches à ton cap table, donc dès que tu touches à ton actionnariat, là, tu sais, que tu as un nouvel actionnaire qui part, qui rentre, que tu rachètes des parts de quelqu'un, déjà là, c'est sûr que c'est un super bon réflexe de réfléchir à bon, ben, à qui faut que je parle, à quel avocat je devrais parler pour être sûr qu'on le fait comme du monde. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent avoir des idées préconçues de ah ben on va le faire de telle façon, ça va être simple, ça va être rapide. Mais il y a beaucoup de considérations à garder en tête. Oh, d'un côté, tu as l'aspect fiscal, tu as l'aspect Hmm. juste transactionnel de est-ce que c'est euh, cost efficient de la façon qu'on veut le structurer ou est-ce qu'il y a des façons plus simples de le faire. Donc, dépendamment de ce que tu veux atteindre comme objectif, une discussion de 5 minutes avec un avocat ou avec n'importe quel professionnel qui a déjà fait beaucoup de transactions du genre va vraiment t'aiguiller et t'amener dans la bonne direction, là. Puis ça, d'un point de vue de bootstrapping, euh, Mhm. l'ouverture du cap table, elle va se faire probablement en début du voyage. C'est-à-dire, quand la compagnie est plus sérieuse, elle s'incorpore. Oh, on ajoute peut-être des late ou même early cofondateurs. Ben là, il y a comme une mouvance un petit peu au niveau de l'équité dans la compagnie. Fait que je pense que tu vas avoir ces moments-là comme early, où est-ce que idéalement tu serais accompagné, puis idéalement tu le ferais pas un petit peu sur la gueule. Euh, pour plusieurs raisons, parce que c'est des choses. Bon, la quantité d'actions que tu possèdes dans une compagnie, les droits que tu vas avoir de gouvernance, d'administration dans une compagnie, c'est des choses quand même critiques pour la psychologie de certaines personnes. Puis si tu laisses ces dossiers-là ouverts vraiment longtemps, ou qui manquent de clarté et de confiance, ça peut semer des espèces de dettes émotionnelles qui vont genre germer plus tard ou juste qui vont nuire pendant quelques mois aux opérations de ta business. Puis Dieu sait que quand tu commences tes ups, il faut que ça soit un gros, gros, gros focus. Ouais, ouais, 100%. Puis une chose qu'on entend souvent parler, surtout pour des premiers entrepreneurs là, qui partent leur première business, c'est cette espèce d'idée-là que le cap table est facilement, euh, Que peut c'est un facilement être Google Sheet. modifié. Exact, que c'est un Google Sheet que tu peux juste tweaker à gauche à droite. Mais tu sais, une chose qui est certaine, c'est que une fois que tes actions sont émises, tu peux pas juste en enlever et en rajouter comme des Skittles, là. C'est quelque chose qui nécessite comme une planification, une réflexion autour de ça. Et aussi, une chose qui est difficilement réversible, c'est une fois que tu as donné des actions à quelqu'un, si la personne fait, disons, fait plus la job ou elle démissionne ou elle s'en va, ben, tu peux pas juste dire, ah ben, c'est pas cool que tu sois plus là, avec redonne-donc la moitié des actions que tu avais. Donc, il y a beaucoup de choses en amont à préparer Hmm. pour être sûr que la capitalisation de la compagnie on va fonctionner sur le long terme. Fait que, par exemple, tu pourrais avoir ce qu'on appelle des restricted share agreements ou des droits de retrait des affaires, qu'on Ouais, utilise plus en français, de dire, bon, si la personne démissionne, elle va perdre une portion de ses actions, elle va être rachetée à une telle valeur. Il peut aussi avoir du vesting, là, donc ouais. une accumulation avec le temps pour dire, bon, ben, si on fait un vesting sur 4 ans, puis la personne quitte après 3 ans, ben, il y a le 3 quarts de ses actions qu'on peut racheter à leur vraie valeur. Il y en a un quart il va juste être racheté pour un sou, par Hmm. exemple. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prévoir, mais c'est quelque chose que est mieux de mettre en place tôt dans la game qu'après, une fois que la foire est pognée, là. Puis c'est ça que je trouve contre-intuitif, puis que j'essaie souvent de réconcilier dans ma propre tête, mais même dans celle des autres fondateurs, c'est en produit numérique, en SaaS, tu veux quand même bouger rapidement, tu Mhm. veux ne pas t'accrocher dans le trottoir, tu veux casser des affaires, apprendre, itérer, tout ça, tout ça, tout ça. Fait que c'est un dynamisme très, mettons, actif de développer une compagnie numérique comme ça, un SaaS. Mais le processus de prendre le temps de bien faire les choses, réfléchir aux conséquences à long terme, d'aller chercher un conseil, de se backer le cul pour le futur, le côté légal des choses, c'est comme si des fois,
l'espèce de dynamisme de ça est pas pareil. Puis j'ai l'impression que ça irrite des fondateurs des fois d'avoir à s'asseoir puis de changer un peu la vitesse ou du moins la perspective. C'est peut-être pas nécessairement la vitesse parce que justement, mettons, moi je suis client avec toi, c'est une des affaires que genre rapidement j'ai vu qui changeait d'un avocat à l'autre. C'est que toi t'es comme alright Frank, bon voici ce qui est réaliste pour ma team, tel besoin que tu as dans ta convention d'actionnaire, ça va être réglé la semaine prochaine, l'autre ça va être dans 2 semaines, t'es-tu à l'aise avec ça? Puis tu sais, tu te mappais à mes opérations, mettons, pour que ça aille quand même vite, mais c'est pas tout le temps le cas, genre. Fait qu'il y a comme c'était. Comment tu convaincs un peu les founders de dire non, là on va être sur un autre horizon ou une autre vitesse, mais ça vaut crissement la peine. Ouais, ben, c'est un bon point. C'est que, vu que tous nos clients, c'est des founders, ben, sont pas mal tous sur cette vitesse-là maximale, puis ça fait partie de notre réalité de, on va pas mettre leurs trucs sur pause pendant 3 semaines en disant, hey, on travaille là-dessus, on mijote ça, puis on te revient, puis, fait que, l'objectif, c'est, nous, ce qu'on appelle à l'interne une burst capacity, c'est que tu veux avoir assez de gens pour être capable à l'interne, pour être capable de répondre rapidement à ces besoins-là, pour que, idéalement, dans, une courte période de temps, disons la semaine même ou la semaine d'après, tu es capable de livrer pas mal n'importe quoi qui serait fait traditionnellement par des autres cabinets en plusieurs semaines ou plusieurs mois. Fait que l'objectif, c'est que nous, on est un side channel qui travaille en parallèle sur tes besoins juridiques. Ça bloque pas tes opérations. Puis on est capable de, justement, prioriser les choses en fonction des milestones. Si par exemple, il y a des choses qui arrivent vraiment souvent, c'est hey, je suis en train de négocier un partenariat, on veut closer ça demain, on est capable de faire de quoi? Évidemment, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire, mettons, le lendemain. Oh. Mais dès que le fondateur a une idée des prochains milestones qui s'en vient, exemple, on lance notre plateforme, on commence à signer des partenaires, on commence à onboarder beaucoup d'employés parce qu'on fait une embauche massive après avoir levé du capital. C'est le genre de choses qu'on est capable de planifier en amont facilement pour être sûr que ça va rapidement. Là. Mais c'est ça, puis moi, un des trucs que j'avais aimé, c'est justement ça. On est arrivé, mettons, avec Ça se passe, c'était plus moins solo, I guess, tu sais. Mais avec Grip, mettons, il y avait Ludo qui était impliqué, puis tout ça, puis t'étais comme. Fait que là, c'est quoi le plan court terme? Avez-vous déjà l'intention d'ouvrir ce cap table-là? Est-ce qu'on doit prévoir ces choses-là dans la convention d'actionnaire? T'sais, avez-vous réfléchi à ça? Puis ça nous forçait à nous mettre un petit peu dans un mindset un peu plus long terme pour voir les choses venir. Puis moi, une des choses qui aujourd'hui, mettons, est un bénéfice, c'est de savoir que dès qu'il y a des idées qui germent, qui peuvent être existentielles ou critiques par rapport à ma compagnie, je peux, mettons, te pigner toi, ou pigner Matt, qui est, mettons, l'avocat avec qui je travaille chez vous, puis de voir venir un petit peu. Mais pour en repasser dans les autres épisodes, comme plus critiques, de quand est-ce qu'un avocat doit être impliqué dans un bootstrap SaaS, j'ai l'impression que la deuxième, puis là tu me corriges si je me trompe, la deuxième genre de grosse étape, c'est ah ben là on a des employés clés qui ont fait leurs preuves, on n'a pas nécessairement assez de cash pour les payer un salaire market de fou. Fait que là, on va soit émettre une nouvelle type d'action, ouvrir le pool d'action actuel, en donner un peu, créer ce mécanisme de rétention-là puis d'ownership. Tu le vois-tu souvent ça? C'est-tu quelque chose qui prend du temps, qui est complexe? Puis après, je vais te dire un témoignage personnel que moi j'ai vécu, mettons. Ouais. Ouais. Mais oui, on le voit très souvent. Puis, ça fait partie d'un des avantages que que les startups ont versus des joueurs bien établis, c'est que la valeur de leur équité, peut potentiellement faire un 10-100x versus un joueur plus établi qui va, je veux dire, leur stock en bourse ne va pas fluctuer de cette façon-là. Là. Donc, si tu veux utiliser le plein avantage, ton plein avantage concurrentiel comme startup, ben souvent, tu t'ouvres ton équité, puis ça va aussi pallier à ta désavantage par rapport aux joueurs du marché, qui est ton manque de liquidité par rapport aux plus gros joueurs. Donc, c'est sûr qu'on le voit vraiment souvent, c'est un gros avantage. Puis c'est pas, sinon, non, c'est pas compliqué à mettre en place. Je veux dire, un plan d'option, par exemple, c'est quelque chose d'assez typique. Là. On a des discussions avec les fondateurs sur comment ils veulent le structurer, c'est quoi le pourcentage qu'ils veulent réserver. On a souvent des explications aussi à donner, puis un appel à avoir sur comment ça fonctionne, c'est quoi la structure, à quel prix tu les émets, des choses comme ça. Mais non, c'est quelque chose d'assez traditionnel, puis ça peut se faire assez rapidement aussi. Là. OK. Puis, parce que je demande ça, parce que, écoute, là, j'envoie pas des flèches à mes anciens partners ou quoi que ce soit, mais moi, quand j'étais très jeune, là, puis que justement, j'étais le stagiaire, un employé, blablabla, puis là, ils ont fait, hey, tu sais, Frank, il y a un impact positif dans la compagnie, chez Snipcart, on va faire ça, tu sais, on va ouvrir un petit peu de l'actionnariat, puis lui enfiler pour le fidéliser, entre autres, genre, tout ça. Moi, je me rappelle,
tu sais, clairement, Spectrum, c'était une compagnie de service qui roulait tempête. Fait que, tu sais, Snipcart, c'est un produit qui commençait à prendre, mettons, de l'attraction. Fait que les gars avaient plein d'affaires à faire. Là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas des flèches que je lance, mais je vais juste partager quelque chose. À l'époque, ma psychologie par rapport à la tolérance du risque était pas très élevée. Genre. J'avais pas une haute tolérance au risque. Puis quand tu commences à shiner dans le marché de l'emploi, là, t'as d'autres offres qui pop, right? T'as du monde qui veut t'embaucher. T'as des amis qui te disent, ben là, moi, je fais 20, 30, 40 000 de plus pour les mêmes rôles dans une autre startup. Elle est fundée. Tu sais, il y a plein comme de chaos, entre guillemets, ou de possibilités qui rentrent dans ta tête. Puis là, tu te dis tout le temps, ben là, je devrais aller là-bas? Ça vaut-tu vraiment cher les parts-là que je suis en train de me faire offrir? Fait que mon point est plus que quand tu as un employé qui n'a pas nécessairement une psychologie d'entrepreneur, avec qui tu es en train de négocier pour lui donner des parts ou de régler ces choses-là, idéalement, il faudrait que ça aille de bon train pour, un, montrer le sérieux, mais deux, limiter justement ce temps-là où est-ce que c'est comme tout est un peu confus, genre, puis il y a de l'hésitation, puis il y a des doutes, puis là, ça va-tu vraiment marcher? Ils sont-tu sérieux à propos du fait? C'est juste une manière de me garder plus long? Tu sais, c'est toutes des choses qui, dans la psychologie, mettons, de certaines personnes, peuvent arriver, genre. Comme des mauvaises possibilités. Je sais pas si c'est un peu clair ce que je dis, là. Ouais. Non, c'est clair, mais c'est une question de garder le momentum aussi. Là. C'est genre, dès que tu sais qu'il y a de l'intérêt, tu sais qu'il y a de l'intérêt du côté de l'employé de rester, que une des conditions pour rester à ces conditions-là, c'est d'avoir de l'équité. Je veux dire, tu veux pas perdre ton momentum. Puis ça fait autant comme business, tu vas avoir une bonne expérience avec tes clients, tu vas aussi avoir une bonne expérience avec tes employés. Puis une des façons d'offrir cette expérience-là, c'est de ne pas laisser mourir les enjeux qui sont importants pour les employés, comme leur contrat d'emploi, tous leurs avantages sociaux, tous leurs bénéfices aussi qui viennent avec, comme l'actionnariat. Fait que c'est le genre de choses qui peuvent, dans le fond, que je ne ferais pas dormir non plus, qui peuvent se faire rapidement si, évidemment, les parties sont alignées, si tout le monde s'entend sur les termes. Mais tu sais, c'est de quoi qu'on voit souvent aussi dans des contextes de. Puis là, on sort un peu du contexte plus bootstrap, mais tu sais, pour des compagnies VC-back, t'en as où tu vas avoir par exemple un CTO ou un CTO par exemple qui est super impliqué, qui a une grosse portion, une grosse part dans la business, puis que son apport est critique pour le succès de la business. S'il part, il n'y a plus de produit. Ben, ça arrive souvent qu'ils n'ont pas assez de skin in the game, ou ils n'ont juste rien dans le business, ils ont juste un salaire qui n'est pas compétitif. Puis là, les VC vont dire, ben, tu sais, pour investir, une des conditions, c'est d'ajouter la capitalisation pour lui donner plus de skin in the game à ce CTO-là, par exemple. Donc, ça fait partie des choses que tu veux régler en amont. Si tu es capable de le faire d'avance, avant que tu te le fasses imposer par un investisseur externe, bien évidemment, c'est toujours mieux. Les discussions sont plus smooth dans ce temps-là. Puis aussi, ça enlève un red flag une fois que tu vas lever du capital que tu aurais mal incentivise des gens à l'interne. C'est intéressant ce que tu dis parce que d'un point de vue, mettons, naïf, quelqu'un aurait pu avoir l'idée de pourquoi est-ce qu'un investisseur demanderait à ce qu'il y ait certaines des actions qui soient redistribuées ou redonnées à un autre parce qu'ils veulent garder le plus gros pool de liquidité pour eux autres ou d'équité pour eux autres ou de futurs investisseurs, mettons, mais clairement que dans une perspective de ça va être un difficile challenge pendant plusieurs années, la personne doit être motivée non seulement philanthropiquement, philosophiquement, mais économiquement à rester. C'est juste un smart play de faire ça. C'est quelque chose que tu vois comme régulièrement, toi, genre? Vraiment souvent, là. Okay. Ouais, vraiment dangereusement souvent, là. C'est ça qui est drôle. Puis c'est drôle parce que ta situation personnelle avec Snip, on en voit quand même assez souvent. T'sais, mettons, quand c'est des spin-offs de business existantes et que c'est un employé à l'interne qui reprend cette business-là, bien souvent, ce que tu vas avoir, c'est disons, le fondateur de la business initiale qui va dire, ben, tu sais, c'est moi qui ai fundé tout, c'est moi qui ai payé ton salaire, tu n'as pas vraiment pris de risque, donc, tu sais, c'est normal que j'ai une grosse part de la table. Puis là, souvent, il va dire, ben, regarde, je vais te donner, mettons, 5%. Puis là, si jamais ça fonctionne bien, c'est temps de faire un spin-off, tu veux lever du capital, l'investisseur va dire, ouais, mais c'est parce que, tu sais, le fondateur, lui, il est occupé dans sa business de disons, service, il roule son truc. Lui, ce qui paye ses bills, c'est la business de service. Donc, si le lendemain, lui, il s'en va, tu sais, je m'en tape, là, mon capital comme investisseur n'est pas à risque. Ce que je veux m'assurer, c'est que le gars qui run la shop, fait que la personne que les employés suivent, qui comprend le produit, là, est un bon incitatif. Puis, c'est souvent mal ajusté. Fait que on a souvent des discussions avec ces fondateurs-là ou ces employés fondateurs-là pour leur dire, tu sais,
on voit tout de suite, là, ça va être un enjeu, tu vas te le faire dire, parce que les investisseurs ne sont pas intéressés à faire un gamble en sachant que tu vas aller travailler chez Subway pour faire autant d'argent. Puis un deuxième truc, puis tu as fait tu as présumé un fait tantôt quand tu as répondu en disant ça me surprend que le VC est intéressé à donner plus d'actions, par exemple, à un employé. Mais la nuance que j'apporterais, c'est que c'est pas le VC qui va supporter cette dilution-là. Il va demander à l'entreprise de le faire avant que le VC entre. Ah, fair, c'est bon. Donc, c'est les investisseurs ou les actionnaires pré-investissement qui vont subir la dilution avant que le VC rentre. Fait que pour le nouvel investisseur, c'est aucun impact pour lui, mais il s'assure que les incitatifs sont bien alignés pour le C'est futur. bon. Ouais, make sense, dude. Ah, c'est le fun, dude, de parler avec toi, parce que j'en apprends tout le temps sur ce côté-là du marché que je connais juste moins, tu sais. Qu'est-ce que j'ai... Ok, ouais, mettons qu'on revient au cycle de vie, mettons Bootstrap, là. Fait que là, on a parlé de... Bon, mais au début, on s'incorpore, il y a différents early ou late cofondateurs qui joignent la table de capitalisation. Ensuite, peut-être qu'on a des employés clés qu'on décide de fidéliser grâce à des mécanismes de rétention via de l'équité. Donc là, hop, encore, il y a des avocats impliqués. Puis ensuite, après, j'ai l'impression que les deux autres gros moments, c'est comme... T'as quelqu'un qui veut partir, carrément. Un actionnaire qui veut quitter, tu sais, fait qu'il veut être racheté peut-être par d'autres, ou tu vends la business, right? J'ai-tu un bon cadre de pas mal les gros... Mais c'est deux gros milestones, c'est certain. Fait que, vendre la business ou racheter un actionnaire. Entre les deux, il y a beaucoup d'événements qui sont plus par projet ou ad hoc, qui vont être, exemple, bon ben, je veux refaire, ou mettons, je lance un nouveau produit, j'ai besoin de modifier mes termes et conditions ou mon SaaS agreement sur mon site web. Bon, il va y avoir une intervention des avocats là pour aider. Ok, Si tu négocies un partenariat, par exemple, avec un distributeur de ton produit ou avec un partenaire avec qui tu collabores pour appliquer sur des appels d'offres, par exemple. Fait, il va y avoir des contrats pour ça. Donc, il y a beaucoup de contractuels qui est à la pièce. Donc, selon les besoins de la business. C'est pas quelque chose de prévisible, du moins pas de notre côté, là, de prévisible ou de récurrent, mais ça arrive comme ça. Mais sinon, après, les gros milestones, ça va être vraiment vendre la business, racheter un employé ou un actionnaire, des choses comme ça. Puis, fait que la fréquence avec laquelle tu interfaces avec ton équipe légale, qu'elle soit à l'externe, mettons comme Leviat, ben en fait, pour la majorité des startups, ça va toujours être à l'externe, on s'entend avant que tu sois à l'interne. Comment tu appelais ça, en impartition ou Impartition. Ouais, bon. Il faut que tu grossisses et que tu aies un certain budget. Fait que, bon, la fréquence à laquelle tu interfaces avec ton équipe légale en VC versus Bootstrap, évidemment, va être plus élevée en VC. Toi, tu me décrirais comment, justement? C'est-tu à chaque round? C'est-tu entre les rounds? J'ai le goût que tu me parles plus de ce côté-là. Mettons. Ouais, ben, l'élément principal, le VC, le fait d'avoir levé du capital, c'est souvent comme le symptôme de quelque chose de primaire qui est comme la croissance que tu as à l'interne. Fait que, si par exemple, c'est le temps de peser sur le gaz, c'est le temps de aller fort sur la croissance, ben, c'est le temps de lever du capital. Puis c'est cette croissance-là qui font en sorte que ça bouge rapidement. Il y a beaucoup de besoins dans la business en général, incluant des besoins juridiques. Okay. Donc, par exemple, tu me donnes un exemple, une compagnie qui lève du financement à chaque année parce qu'ils ont une croissance super rapide, que ça vaut la peine de mettre le plus d'argent possible dans la machine, ben c'est sûr que pour eux, une fois que tu lèves 15 millions, une fois que tu as levé 15 millions, tes investisseurs s'attendent à ce que, t'embauches massivement pour fueler cette croissance. Donc, tu vas embaucher des sales reps, tu vas embaucher des développeurs, tu vas embaucher probablement du staff de management pour gérer ton équipe qui grossit. Donc là, ça vient avec des contrats d'emploi, des octrois d'options probablement, des régimes d'incitatifs particuliers pour tes vendeurs, sont sûrement payés à la commission aussi. Okay. Fait que ça fait en sorte que c'est une compagnie qui embauche 1 ou 2 employés par année versus 1 ou 2 jours, ben, il va y avoir une implication différente. Évidemment, il y a certaines compagnies qui peuvent décider de gérer tout ça à l'interne. Ils peuvent se dire, la personne de ressources humaines, par exemple, à l'interne, pourrait s'en occuper, faire les contrats d'emploi, les octrois d'options, quelque chose qui se fait bien. Mais une façon qu'on travaille beaucoup avec nos clients, c'est de dire, vu que ça touche au cap table, que ça va avoir un impact sur des financements futurs, on veut juste s'assurer que c'est comme crisp, là, que c'est vraiment bien fait et qu'il n'y a pas de bug. Fait que souvent, on gère pour nos clients. On va souvent aussi gérer leur gestionnaire de cap table. Fait que Carta ou Pouri, les logiciels qui servent à gérer ton cap table pour les employés. Fait qu'on sait qu'en temps réel, il est toujours à jour. Fait que si un employé veut regarder
OK, ben j'ai combien de pourcentage de la business, puis ils peuvent le modéliser aussi, voir si on a un exit à tel prix, mes actions vaudraient combien. Fait que c'est quelque chose qu'on gère souvent pour nos clients aussi. C'est-tu des Euh, softwares que tu recommanderais d'utiliser pas mal à tout le monde en général ou plus quand justement là, ça bouge beaucoup dans ta valorisation puis ta table de capitalisation? ouais, ben, la valeur est plus faible quand tu es sur une compagnie de 4 personnes puis que tu n'as pas d'option à octroyer. C'est sûr que la valeur est plus faible, mais un des bénéfices, en tout cas, moi, je suis quand même assez un fan parce que ça permet à tout le monde de la visualiser. Fait que, exemple, tu as des investisseurs qui veulent regarder, ah, ça valait combien déjà notre dernier round, ou puis ils veulent modéliser, ça, tu peux le faire. Puis aussi, on travaille beaucoup avec Pooley, puis eux, je pense, de mémoire, la dernière fois que j'ai regardé, il était gratuit en bas d'un certain nombre d'actionnaires. Fait que, OK. ça coûte rien, tu le mets en place. Souvent, la mise en place de leur côté n'est pas parfaite non plus. Fait que, des fois, on va aider nos clients puis on va comme gérer l'ouverture du compte et la mise en place pour eux pour être sûr que ça reflète comme parfaitement tous les attributs, mettons, légaux puis fiscaux des actions. OK. Puis une fois que c'est fait, ben, ça roule puis c'est gratuit jusqu'à temps que tu aies un certain nombre d'actionnaires. Très cool. Fait que Poly, que t'as dit, ça s'écrit comment ça? Ouais, Pulley. OK. Puis l'autre, c'est Carta. Exact. Carta, ils sont fait parce qu'ils ont eu une coupe de mauvaise presse dernièrement. À un moment donné, ils vendaient les infos ils vendaient les infos des investisseurs à Goldman Sachs. Puis là, après, dernièrement, qu'est-ce qu'il y a eu? Vendait des Ah, secondaries oui, de vendeurs. j'ai des secondaries d'options de founders, c'était peut-être une mauvaise idée. Fait quoi, puis pour lui, c'est ça, c'est la même chose, mais ils ont eu une approche un peu plus smooth au Ouais. niveau PR. de la gestion de ton cap table. Ouais. Puis Mais ils offrent des services accessoires qui sont cool aussi. Là, ils offrent un service euh, au US, ça s'appelle 490 Evaluation, mais c'est une évaluation ouais, d'entreprise. Je indépendant. pense en 10 jours de délai, ils te font une évaluation, puis ils te donnent ça te permet de pricer tes options, des choses comme Puis ça. ça, à chaque fois que tu lèves du cash, puis que tu dois genre établir une valorisation de la compagnie, ben, il faut que tu passes par une évaluation de tierce partie indépendante comme ça. Ben, pas quand tu lèves du cash, mais mettons Ah non? une des choses. Ah non, ben, c'est ton investisseur qui va déterminer ta valorisation, mais ce que tu peux vouloir faire, c'est, après avoir levé du cash, tu veux. Une chose que beaucoup de compagnies font, c'est qu'ils vont se dire, bon, OK, ben, mon investisseur a investi en actions privilégiées à, Hmm. mettons, 15 millions de valuation. Ben, les actions ordinaires de mes employés valent nécessairement moins que ces actions privilégiées-là. Et donc, tu es capable d'obtenir une valorisation externe pour dire, ah ben, à cause de la préférence de liquidation des investisseurs, à cause des droits que les investisseurs ont, que les employés n'auront pas Ok. dans leurs actions ordinaires qui sont sous-jacentes à leurs options, ben, on pense qu'il y aurait peut-être un discount de, disons, 50% des ordinaires. Et donc, ça te permet d'octroyer tes options En à fonction de tes ça. employés pour un prix pas mal plus bas que ce que les derniers investisseurs ont payé. Donc, pour des employés qui croient en le potentiel futur, ben, leur prix d'entrée est plus bas que les investisseurs. Fait que, ça peut donner un peu l'impression d'être déjà in the money dans tes options parce que euh, Mais quelqu'un a été payé, Guy, est prêt à payer plus cher pour. éduque-moi, puis les autres personnes comme Mhm. moi, mettons, quand tu dis que les actions, voyons, c'est common shares en français, c'est comment déjà? Ouais, Bon, ordinaire. les actions ordinaires peuvent valoir carrément moins que les actions privilégiées. On dirait que ça me mêle ça dans ma tête. Je suis comme, Ah ouais. ouais, explique-moi plus. Ouais, ben donnons un exemple super simple. Fait que si si mettons j'ai deux catégories d'actions, des actions qui ont les mêmes droits, sauf qu'il y en a une des deux qui ont un dividende cumulatif de, Ah, disons, 15% par année. C'est pas des choses qu'on voit en VC, là, mais juste conceptuellement. ok. Euh, oh, palais, je pense que je t'ai perdu. Je sais pas si tu m'as perdu, mais je suis encore là. You're back? Ouais, Ah ouais. ouais, vas-y. Je OK. suis là. Fait que c'est ça. Fait que, mettons que tu as deux classes d'actions, les deux ont le même droit, un avec dividende cumulatif de 10%. Ben, toi, de l'externe, mettons que tu es de l'externe, tu te dis, ah ben, laquelle des deux j'achète, c'est sûr que je serais prêt à payer un petit peu plus pour avec les dividendes, un petit peu moins pour celle qui en a pas. C'est bon. Fait que même principe pour les privilégiés. Les investisseurs arrivent en actions privilégiées convertibles. Je t'épargne les détails, mais ils- habituellement, ils ont une préférence de liquidation qui font en sorte que si la compagnie est vendue pour pas trop cher, ils peuvent reprendre leur argent en priorité Ouais. avant que les ordinaires reprennent leur cash. Fait que c'est sûr que quelqu'un de l'externe, comme un évaluateur indépendant, dirait, si mettons moi je suis pour vendre des actions de cette compagnie-là à quelqu'un de l'externe, ben la personne de l'externe serait définitivement plus intéressée à acheter les privilégiés convertibles avec un droit de recevoir leur argent en premier que les ordinaires qui, dans le fond, sont payés en dernier en Mhm. cas de liquidation. Donc, nécessairement, ça commande un discount par rapport aux privilégiés. Donc, si mettons, euh,
Fait que c'est ça. Bref. Fait que c'est C'est à peu juste près dans le l'idée. cas, parce que moi je suis carrément là-dedans, entre guillemets, parce que j'ai des actions ordinaires de Douda, par exemple. Right? Mhm. Il m'en reste quand même pas mal, puis si jamais il y a un événement de liquidité, genre, ben là, ils iront pas en bourse, fait que se faire acheter, par exemple. Ben clairement qu'il y a la stack de préférence par rapport à qui a son cash quand, puis les actions privilégiées des derniers investisseurs, puis avant ça même, je pense que les dettes des banques vont passer en premier. Mais Exact. ce que je comprends pas, c'est que dans la mesure où, mettons, tout le monde est dans le vert, là, tout le monde qui a Ah mis oui. de l'argent va faire plus d'argent, la valeur de l'action privilégiée, elle va être liquidée au même prix que l'action ordinaire, right? Absolument. Ok, fait que Absolument. c'est plus dans... Donc, Ok. ouais, c'est ça. Fait que c'est uniquement dans un contexte où t'es pas certain du prix de vente ou, tu sais, si mettons, un évaluateur Hmm. indépendant te Ok, ouais. dit, ah, ok, tes derniers investisseurs sont rentrés à 15 millions, mais sont rentrés l'année passée, puis là, clairement, t'es rendu à genre 75 millions. Ben là, c'est sûr qu'à rendu à 75 millions, tes actions privilégiées, leur préférence de liquidation ne sert plus à rien parce que tout le monde va au exit, tout le monde va convertir en ordinaire, tout le monde va vendre au prorata entre eux. Donc, il n'y a plus d'avantage d'avoir des pref versus des common. Il y a peut-être d'autres petits détails, mais essentiellement, c'est la même chose. Fait que, au niveau du prix de vente, là, tu fais un exit où tout le monde fait de l'argent, tout le monde vend le même prix, pas de Ok. problème. Mais dans un contexte où, par exemple, si tu viens de lever une ronde à 15 millions de valorisation, puis ton évaluateur indépendant regarde ça et dit, ah, ça vaut combien cette business-là? Ah, ben ça vaut peut-être. Sûrement qu'il te dira. En tout cas, les chances qu'ils te disent pour une startup, là, souvent aussi, c'est que l'investisseur, la raison pour laquelle il est payé à payer un peu plus cher que ce qu'on voit dans le marché traditionnel, il ne fait pas de multiple d'EBITDA, la raison pour laquelle il est prêt à payer un multiple un peu plus cher, ben c'est partiellement à cause de sa préférence de liquidation. C'est qu'il sait que, Bon. mettons que tu investis 15 000, tu es le seul investisseur, tu investis 2 millions à une valeur de 15, ben tu sais que la compagnie pourrait se vendre 3 millions demain, puis toi tu reprendrais tes billes. Hmm. Fait que tu subis pas mal, en fait, tu subis pas mal moins de risques de downside que les actions ordinaires. Et donc, si ton évaluateur indépendant regarde ça, puis dit, bon, combien vaut la business, ça vaut peut-être 13 millions, ben là, il va allouer ce 13 millions dans ton capital stack, fait qu'il va l'allouer entre tes actions privilégiées, tes actions ordinaires, puis il va faire une valeur pour chacune des catégories. Hmm. Puis c'est ça qui permet, ben, ce qui fait en sorte que tes ordinaires vaudraient moins cher, puis ce qui te permet de les octroyer à tes employés à un discount. Parfait. Hey, man, c'est crystal clear, man. J'apprécie, c'est vraiment useful. Une dernière question pour closer cette espèce de capsule-là qu'on fait ensemble, dude. Ça serait... parle-moi de la fréquence à laquelle tu parles carrément ou tu fais du travail légal pour tes founders ou tes clients en SaaS qui sont funded dans, je sais pas, sur une année, sur 2 années. T'as-tu des check-ins réguliers, genre? C'est quoi l'espèce de fréquence? Ouais, ouais. Ben, il y a des clients, tu sais, tout dépend de leur croissance puis de leur budget. Fait que, tu sais, il y a des clients, tu sais, si par exemple tu Ouais. viens de lever 15 millions puis tu dois le déployer rapidement, tu sais, il y a des clients qu'on parle plusieurs fois par jour, là. Fait que, tu sais, Ah notre ouais, équipe ok. va être, si mettons dans ton cas, disons Mathieu, ça se pourrait que tu lui parles 2 fois par jour pour des Hmm. contrats d'emploi, des contrats de partenariat, tu sais, genre mettre à jour ta politique de vie privée. Tu sais, il y a vraiment une grande quantité de choses sur lesquelles on peut être impliqué. Puis, une des raisons pour lesquelles tu sais, des startups à haute croissance vont faire affaire avec des cabinets d'avocats versus avoir des ressources à l'interne, c'est ce que je disais plus tôt, ta burst capacity. Fait que, tu sais, si tu as un avocat à l'interne, ben, il y a juste 24 heures dans une journée. Fait que si tu as 8 contrats à lui faire C'est bon. réviser, ben, les chances sont que ça va prendre plusieurs semaines avant de le faire. Versus si tu peux l'envoyer à une équipe qui a 12 personnes à l'interne pour s'allouer ça, pour être capable de le faire en 2 jours, ben, Ouais. ça va pas mal mieux servir tes objectifs de croissance et de rapidité que d'avoir à attendre de closer ton deal parce que ton avocat interne le révise. Fait que c'est souvent pour cette raison-là que le monde à les compagnies à forte croissance vont faire affaire avec nous comme pas mal sur des plus grosses fréquences, là. Ok. Ça fait du sens. Euh, je pense même que ça fait le tour pas mal de ce que je voulais couvrir dans ce segment-là. Dude, c'est toujours un plaisir, honnêtement, de parler avec toi puis d'avoir l'opportunité de, je sais pas, d'apprendre, man, puis de me faire schooler un peu sur des trucs de plus en plus intéressants pour moi. Puis, écoute, dude, c'est ça. On se quitte là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Merci pour ton knowledge, ton support, puis on se repogne bien vite. Toujours un plaisir. Bye. Bientôt, Frank.